Merci à Christine de nous avoir lu cette traduction de Zacharie et sonnet de Marie-Thiel. Je demande à Zacharie maintenant de venir et de nous faire sa présentation. Merci. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Alireza, Claude Delongue et la Société Salmer de m'avoir proposé cette intervention. C'est mieux. C'est mieux. Autour de... Oui. Cette intervention donc, autour du nouveau livre de Larry Thiel, L'art de jouer du saxophone, et de leur intérêt porté sur ce texte et sur son auteur. Donc, dans un premier temps, je vais exposer certains détails bibliographiques de la vie de Larry Thiel. Ceci nous mènera vers un profil de Larry Thiel l'enseignant, enrichi par les témoignages que j'ai pu avoir auprès de ses anciens élèves, actuellement professeur de saxophone aux États-Unis. Et puis dans un troisième temps, je tenterai de donner une description de l'enseignement aux États-Unis, aujourd'hui, dont l'héritage et l'influence de ce personnage restent extrêmement importants. Donc pour Larry Thiel, il est né en 1905 à Midland, dans le Michigan. Il est né dans une famille très musicale. Sa mère est pianiste, son père dirige le Midland City Orchestra. Et il se met d'abord à la flûte, puis au saxophone, à l'âge de 14 ans, et ensuite à la clarinette. Il se destine d'abord vers les études de dentisterie, comme avait fait son frère aîné, mais une fois arrivé à l'université de Michigan, il verrait qu'elles seront mises à côté, alors qu'il se fait connaître jusqu'à Détroit en jouant dans les ensembles de jazz. Il passe un an à Paris, où il joue notamment au Jardin de ma sœur, un lieu très renommé, où parmi la clientèle régulière figurent Rudolph Valentino et le maréchal Ferdinand Foch. À l'époque, il gagne donc $65 par semaine, sachant qu'un hôtel en pension ne lui coûtait que $22. Il joue également au Théâtre des Champs-Élysées et aux Folies Bergères. À propos des Folies Bergères, il remarque « Être sur scène avec un troupeau de femmes à poil était une nouvelle expérience pour notre ensemble universitaire. Et assez excitant la première soirée. Mais après 3 soirées, on était content de quitter le lieu, car l'odeur corporelle était insupportable. » À côté de sa vie artistique, Larry Thiel commence l'enseignement du saxophone dans les années 30, et plus tard il ouvre sa propre école de musique, où les musiciens de l'orchestre de Détroit assuraient l'enseignement. Cette école attire des élèves de très loin, elle est connue pour son haut niveau. Pionnier donc de l'enseignement de l'instrument, Thiel devient le premier professeur de saxophone dans une université américaine en 1953 à l'université de Michigan qui est à Ann Arbor. C'est le chef de l'orchestre d'harmonie qui a convaincu le directeur de la faculté de musique d'engager Thiel comme professeur de saxophone en lui laissant notamment des enregistrements du quatuor de Mull devant sa porte. C'est donc un premier en Amérique dont l'héritage est très signifiant. Il formera toute une génération des premiers professeurs de l'instrument à un très haut niveau. Pendant sa carrière de pédagogue, il rédige de nombreux ouvrages pédagogiques, dont le plus important reste L'art de jouer du saxophone en 1963. Il part à la retraite en 1973 et restera actif comme clinicien et artiste invité pendant les années qui suivent. Il assiste régulièrement aux congrès mondiaux du saxophone, ainsi qu'aux congrès nationaux et régionaux aux États-Unis. Il est mort subitement d'un anévrisme en 1984, juste après un voyage en Chine. Donc pour approfondir un peu ces détails bibliographiques, je vous conseille vivement de vous procurer le livre donc, écrit par sa veuve Mary Thiel, qui s'appelle Larry Thiel, There Will Never Be Another You. Il est disponible par la NASA, la North American Saxophone Association, en ligne. Voilà. Vous allez y trouver notamment des photos avec Marcel Muge, Jean-Marie Landex et d'autres personnalités que Thiel a pu connaître. Après plus de 40 ans d'enseignement du saxophone, dont 21 à l'université de Michigan, Larry Thiel a eu une influence sans comparaison sur les futurs saxophonistes américains et sur la pédagogie de cet instrument dans notre pays. Dans cette deuxième partie, je m'appuie sur les témoignages fournis par certains anciens élèves, dont Lanny Austin, Donald Cinta, Jean Sempen, et Lynn Clark et David Anderson qui continuent à enseigner aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre eux,
Larry Thiel a été leur seul professeur de saxophone. Donald Sinter, par exemple, qui l'a remplacé à l'université de Michigan, commence ses études avec lui à l'âge de 12 ans. Il continue jusqu'à la fin de ses études universitaires. Plusieurs ont débuté donc à la Thiel School of Music ou à la Wayne State University, où Thiel enseigne également, avant de poursuivre leurs études à l'université de Michigan. Thiel forme des musiciens destinés aux scènes et aux plateaux de Détroit, et non pas les saxophonistes classiques tels que nous les connaissons. Déchiffrage, justesse d'intonation, la capacité de doubler à la clarinette ou à la flûte, et le travail du big band sont prioritaires. Les gammes et les études prennent plus de place que le répertoire du saxophone dans le cours. Il emploie un accordeur stroboscopique, mais selon Sinter, il n'insistait pas sur l'usage de métronome, au moins pour lui. L'étude du aigu, pas encore présent dans le répertoire, n'a pas été abordée par lui. Et alors qu'il y en a une grande connaissance, ce n'est pas vraiment un saxophoniste du répertoire, c'est ce que les témoins m'ont dit. Larry Thiel compte 6 pièces qui lui sont dédiées, et lors de ses concerts de saxophone, il reprend souvent les mêmes pièces. La sonate Haydn, dont on va entendre une partie tout à l'heure, la Carnaval de Venise, la pièce en forme d'habanera de Ravel, et certaines transcriptions. Tout en sortant les concertis de Glazunov et d'Ibert quand on lui sollicite de les jouer. C'est d'abord un très grand musicien, doté d'une oreille hors norme, méticuleux et exigeant avec ses élèves. Selon Lanny Houston, il pouvait lire un journal pendant l'exécution d'une gamme ou d'une étude difficile, mais au moment où le tempo ou l'intonation n'était pas exact, le journal baisserait et on verrait l'œil critique du maître. On constate une grande partie de son livre dédié à l'embouchure. Pour tous ces nouveaux élèves, la mise en place d'une bonne embouchure était la plus grande priorité. Un ancien élève qualifiait ses avis sur l'embouchure de dogmatique. Il travaillait sans cesse sur la position de la gorge, de la langue, de la mâchoire, sans compromis. Tout ça dans un souci bien simple, améliorer les jeux des saxophonistes de l'époque et viser l'expression artistique la plus convaincante. Il joue rarement en cours. Il encourage ses élèves de développer leur propre voix dans le saxophone. Selon Donald Sinter, il décourage l'écoute d'autres saxophonistes, notamment de Marcel Mull, pour qui il avait toutefois un énorme respect, dans un souci de ne pas imiter le son et le vibrato des autres. Les éloges et des compléments étaient extrêmement rares, selon les témoignages que j'ai eus. Lanny Houston remarque que, avec l'expérience, les élèves apprenaient à apprécier un manque de gestes hargneux comme un signe d'acceptation. Un autre élève, Len Clark, raconte une expérience similaire. Après avoir joué un passage avec des articulations difficiles, Thiel l'a arrêté en disant qu'il avait fait une erreur. Le jeune Clark lui a répondu que non, il avait bien exécuté l'articulation. Et avec sa voix très profonde, Thiel répond « À quoi bon ça sert si je ne peux pas l'entendre ?» Toujours professionnel, élégant, parfois un peu vieille école et sec, il a transmis son haut niveau d'exigence à ses élèves et a toujours été un professeur généreux. Plusieurs le caractérisent comme une figure paternelle et dans leur souvenir, il est encore. Selon John Sampen, Larry Thiel a compris toutes les difficultés de l'instrument et toutes les faiblesses. Avec cette connaissance extrêmement profonde, il était capable d'apporter n'importe quel problème en cours avec une démarche pédagogique précise et pointue pour le résoudre. Les gens venaient de très loin, même pour un seul cours, pour une diagnostic de Larry Thiel. En ce qui concerne sa méthode et ses autres ouvrages, il faut comprendre tout simplement que c'étaient les seuls qui existaient. L'art de jouer du saxophone était ainsi la seule source d'apprentissage qui traitait les sujets pédagogiques liés au saxophone. Les professeurs en Amérique continuent à employer le livre dans plusieurs contextes. C'est pour les futurs professeurs en formation qui s'en servent pour les explications précises et claires, et les élèves en pédagogie l'emploient comme un manuel quand ils apprennent à jouer du saxophone. C'est souvent un achat obligatoire pour des nouveaux dans une classe. Pendant l'enseignement précoce du saxophone aux États-Unis, il était la véritable bible pédagogique car il aborde tous les paramètres liés à l'articulation, à la production et à la qualité du son, au vibrato, etc. D'autres professeurs utilisent également le Saxophonist Workbook et les Thiel Studies in Time Division qu'ils avaient appris eux-mêmes pendant leur formation. Encore pour John Sampen, Larry Thiel a défini et articulé le procès érudit de la recherche pédagogique et nous lui devons beaucoup pour sa qualification des sujets pédagogiques importants. En 1968, Jean-Marie Landex remplace Larry Thiel lors d'un congé sabbatique
il a eu la gentillesse de me partager quelques réflexions donc, de ce français là-bas en 1968. Il me dit les souvenirs qui me restent en mémoire de mon séjour sont essentiellement faits d'étonnement, tantôt admiratifs, tantôt critiques. D'abord le luxueux équipement de l'établissement universitaire, une richesse en matériel, des pianos, des studios de travail individuels, les strobocoles, la bibliothèque musicale. Landex avait le sentiment d'être dans un pays jeune et riche. Il a remarqué l'individualisation et la personnalisation du studio du professeur, avec des commodités d'enseignement, etc. Il était surpris de devoir donner des cours individuels, quand il est si important d'apprendre aux étudiants à écouter et à entendre le pourquoi des interprétations bonnes ou malheureuses. Le refus également des étudiants à jouer en cours devant leurs camarades, quand par ailleurs ils passent tant de temps à s'exercer dans les salles communes et quand le métier consiste à jouer précisément en public. Il remarque également l'académisme des œuvres que tiennent à travailler les étudiants, certaines compromissions avec le jazz et les hautes exigences instrumentales du chef de l'orchestre d'harmonie à cette université. Landex il dit dans des œuvres souvent indignes du temps passé, à les étudier et des talents déployés à les faire entendre. Voilà. Toutefois, il a fait une grande tournée d'une cinquantaine de concerts comme soliste avec l'ensemble de Michigan, avec ce chef William Reveley. Maintenant, pour ma troisième partie, je vais vous décrire un peu comment on étudie le saxophone aux États-Unis, car c'est vrai que c'est assez différent par rapport à la France. Il faut comprendre tout d'abord que c'est mon parcours que je décris. Je pense que c'est à peu près égal. On a plusieurs Américains et Canadiens dans la salle qui peuvent peut-être, s'ils ont des choses à ajouter. Mais il faut savoir donc la suivante. Notre scolarité est organisée de la façon suivante. On fait 4 ans de collège, là où la pratique musicale est obligatoire, soit chœur, soit orchestre ou orchestre d'harmonie. Et on en fait 45 minutes par jour environ. Ensuite, nous avons 4 ans de lycée, où la musique n'est plus obligatoire. Nous apprenons à jouer de nos instruments au sein d'un ensemble. L'opportunité de travailler avec un spécialiste dans une école est assez rare finalement. Pour les études plus profondes, les étudiants prennent des cours particuliers. Au lycée, les options sont nombreuses, considérées comme des activités extracurriculaires, les ensembles de jazz, le pep band et le marching band pour les événements sportifs et les défilés de rue. À certains moments dans l'année, on peut faire de la musique jusqu'à 4 heures par jour, rien qu'au lycée. Ensuite, je vais sauter un petit peu là. Je passe aux études universitaires. Donc là, il faut savoir que nos conservatoires sont en général des facultés ou des écoles de musique au sein d'une université. Donc il y a des écoles de musique, écoles de journalisme, écoles des arts et des lettres, etc. Donc le jeune musicien qui souhaite poursuivre des études en musique est obligé d'être admis à l'université. On met un dossier lourd, on met les notes du lycée, ses activités, et à l'école de musique sur concours. Pour les études undergraduate, ça veut dire 4 ans d'études supérieures, il existe 2 voies de formation. Une formation pédagogique, pour devenir ensuite professeur dans un collège ou dans un lycée, ou interprétation. Pour la voie pédagogie, une formation de base sur tous les instruments enseignés est exigée. Donc le jeune saxophoniste, il va apprendre à jouer tous les instruments s'il va diriger un ensemble au collège ou au lycée. Ça se fait dans des formes d'ateliers, cuivre, bois, cordes. Il faut avoir un peu un minimum de connaissances. En général, le professeur instrumental est moins exigeant avec ses élèves, donc en pédagogie, qui ne se destinent pas à une carrière professionnelle d'interprète. La formation est très lourde, plus lourde en nombre d'heures de cours que la majorité des autres disciplines. Elle est plus lourde en début de cursus et elle devient plus légère vers la fin. À côté des cours habituels, nous y trouvons un an de piano, la direction d'orchestre, l'ethnomusicologie et d'autres cours spécialisés comme la fabrication d'anches simples et doubles, des cours de répertoire pour les instruments de l'orchestre, etc. Le cursus oblige également à un récital de fin de cycle. L'élève choisit son répertoire avec son professeur, il organise ses répétitions, il fait sa publicité, il fait la demande pour la date et les salles, il fournit le pot qui suit. Ce qui est très important pour attirer un public qui se trouve inondé de récitals, des récitals des amis au printemps notamment. Dans un week-end, une dizaine de récitals peut avoir lieu.
En général, l'élève doit payer son accompagnateur pour cet événement. Ensuite, nous passons au master. Donc une formation master de musique se déroule en général sur 2 ans. Et c'est l'occasion pour l'étudiant d'étudier avec un nouveau professeur, souvent dans une école plus prestigieuse que sa première. Il se trouve souvent avec certaines responsabilités d'enseignement, des cours de technique instrumentale ou bien des cours de culture musicale pour les non-spécialistes. Enfin, on a la formation doctorante, qui est l'aboutissement des études musicales. Son diplôme est plus ou moins exigé pour exercer dans un poste d'enseignant universitaire. Son cursus se déroule sur 2 ans, et l'étudiant est amené à écrire un mémoire de recherche, au moins 100 pages, avec plusieurs récitals, plusieurs examens écrits à passer. Dans certaines écoles, un projet de disque, une conférence récital peuvent assouplir le travail du mémoire. L'élève exerce certaines activités d'enseignement dans la classe ayant le rôle d'assistant. D'habitude, l'étudiant dans cette formation suit son cursus pendant 2 ans, ensuite il passe ses examens et ensuite il écrit son mémoire. Donc, pour une petite sorte de conclusion, je voulais juste constater plusieurs différences que moi, en faisant ce texte, j'ai remarqué entre l'enseignement français et celui de l'Amérique concernant la musique. On voit d'abord la manque de possibilité de travailler avec un spécialiste dès le début de l'apprentissage. Ceci reste un luxe pour les familles qui peuvent payer les cours particuliers. Le cours particulier est toutefois nécessaire pour réussir un concours d'entrée dans une grande université américaine. Ceci est, à mon avis, le plus grand atout des conservatoires français. Deuxième, on voit une très grande place accordée à la pratique collective pendant la scolarité, donc collège et lycée. Nous jouons tous les jours dans un ensemble de nos camarades. Les liens sociaux et amicaux, ils sont très forts. Dans mon lycée de 1200 étudiants, nous étions environ 300 systématiquement inscrits dans des cours de musique. Ensuite, c'est la formation universitaire pour les spécialistes. C'est un mélange de ce qui demeure relativement séparé encore en France, les bases et les cours musicologiques obligatoires, les cours hors spécialité, que certaines peuvent considérer comme une perte de temps, le nombre de cours très élevé, etc. C'est vrai que parfois il est difficile de trouver du temps pour s'entraîner avec son instrument dans tout ça. Quatrième, c'est la manque de formation pédagogique pour les professeurs de musique au niveau universitaire. On considère qu'elle s'acquiert par l'expérience et en observant son propre professeur. Et dernièrement, je dirais, c'est les frais de scolarité et l'endettement conséquent pour les étudiants de musique. Ce n'est pas un problème pour les familles très aisées, même si les emprunts importants sont quasiment systématiques pour les études supérieures. 25 000 $ de dette n'est pas choquant. Les moins aisés dépendent forcément des bourses, ce qui ne couvre que rarement la totalité des coûts nécessaires pour poursuivre ces études. Il n'est donc pas étonnant de voir de plus en plus d'Américains en Europe après leur formation initiale aux États-Unis. Je vous remercie de votre écoute attentive et vous signaler, on va essayer d'afficher un texte qui était plus long, en plus de détails, en ligne avec les documents, avec les vidéos et tout ça. Donc voilà, merci.